qui jouxtait celui de Chalandard. Donc on est très heureux que Emmanuel Le Chip vienne délocaliser pour le Spring Campus sa librairie de l'écho. Et on est d'autant plus heureux que ça nous permet de remettre le livre et les bouquins sur un plateau. Et on y est très attaché, on est très heureux de cette occasion. Bien, merci. Ouais, oui, j'aime bien dire, j'ai eu un vrai métier avant d'être journaliste. Ouais. J'étais économiste à la direction des études économiques de Saint-Gobain. Effectivement, et avant, j'ai fait des grilles de score pour la Cofinoga, pour ceux qui faisaient du crédit. Donc, vous voyez, tout mène au journalisme et à la littérature économique. Alors, quelle est votre sélection ? Alors, oui, je vous ai retenu une dizaine de livres. Alors, parce qu'en fait, Jean-Baptiste, il m'a dit « Ah là là, est-ce que tu peux venir ? Nous, on n'a pas trop le temps de lire et tout. Il faudrait que tu nous fasses une sélection. » Donc, je lui dis « Ça tombe bien, moi, je suis payé pour ça. Donc, on va vous choisir quelques bouquins. » Mais j'avais une question qui me taraude. Thomas Coville, j'ai une vision assez romantique du marin qui a le temps de lire sur son bateau. Vous avez le temps de lire, vous, quand vous êtes en mer ou pas ? Jamais ? Ah ouais. D'accord. Bon. Ben voilà, j'ai ma réponse à ma question. Alors, je vous ai pris des livres. Alors, clairement, je ne vous ai pas fait la sélection des meilleures ventes, les best-sellers, machin, etc. Je vous ai pris en général des livres qui sont des livres qui sont plutôt étonnants, des livres qui vont vous interroger, des livres qui vont peut-être vous faire penser différemment de ce que vous pensiez avant sur un sujet, des livres déroutants. En tout cas, c'est des livres qu'on a beaucoup aimés. Jean-Marc les a quasiment tous lus, puisque c'est un de mes complices de la librairie de l'Écho. Donc voilà, et c'est ceux pour lesquels on a eu des coups de cœur. Et puis, surtout, vous verrez, ils sont tous traversés par cette idée que j'aime bien, qui est de dire que, voilà, quand on s'interroge beaucoup sur l'avenir, est-ce que ce monde qui vient, ce sera l'enfer ou ce sera le paradis ? Eh bien, tous ces livres, ils vous laissent à penser qu'en fait, l'avenir, ce sera ni l'enfer ni le paradis, ce sera surtout ce qu'on en fera, ce qu'on aura le courage d'en faire ou ce qu'on aura la paresse de ne pas en faire. Alors, le premier livre que je vous ai choisi, c'est un livre dans l'actualité, autour de cette flopée de livres que vous voyez bourgeonner sur cette problématique, autour des gilets jaunes, autour de la fracture territoriale. Alors il y a les bouquins de Christophe Guilly, etc. Moi je vous en ai choisi un autre, c'est celui de Pierre Veltz qui s'appelle « La France des territoires » aux éditions de l'Aube, qui a un avantage, c'est qu'en fait, c'est un livre qui fait appel un peu à toutes les sciences sociales, la géographie, la politique, la sociologie, l'économie. Alors Pierre Veltz, c'est l'ancien patron de l'école des ponts et chaussées, il a dirigé le pôle scientifique de Paris-Saclay, et c'est un travail vraiment très approfondi, qui est extrêmement lisible en plus, et en fait il aboutit à des conclusions qui sont beaucoup plus subtiles que celles qu'on entend généralement, c'est-à-dire qu'en gros que celle qui vous décrit cette France comme étant la France, en gros des métropoles à l'aise dans la mondialisation, et puis des banlieues, et puis des zones rurales abandonnées. Ce qui vous montre, c'est d'abord qu'en fait, en termes relatifs, eh ben, il y a beaucoup de villes moyennes qui réalisent des performances bien meilleures que les métropoles. Ce qui vous montre aussi, c'est que les divergences entre régions sont en train de diminuer et non pas de s'accentuer, et qu'en fait la France c'est un pays qui devient plus homogène, dans lequel les particularismes s'atténuent, même si c'est parfois en proportion inverse des réaffirmations culturelles et symboliques. Mais c'est un pays dans lequel les inégalités s'accroissent au contraire au sein des territoires. C'est-à-dire que vous avez moins d'inégalités entre les territoires, mais plus d'inégalités au sein des territoires. C'est-à-dire que c'est par exemple dans la région parisienne que vous trouvez à la fois les gens les plus riches et les plus pauvres. Et puis ce qu'il dit aussi dans cette idée qu'il n'y a pas de fatalité, qui est très intéressante, c'est que le développement des territoires, il n'est pas déterminé par la géographie, par le climat, par les ressources naturelles, par la main-d'œuvre disponible, etc., etc. C'est vraiment, à l'heure où on abolit la géographie, la capacité à réussir des maillages entre des acteurs publics, privés, des chefs d'entreprise, des maires,
et qui font que les trajectoires en fait sont très différentes entre les zones aux caractéristiques pourtant communes, et que vous avez plutôt une France qu'il appelle en peau de léopard, c'est-à-dire des zones qui sont très proches, certaines vont très très bien, certaines vont moins bien. Et donc, c'est l'avantage d'être le portrait d'une France qui est bien plus diverse et surtout bien plus dynamique que ça, avec des villes, par exemple. Prenez des villes comme dans le Cotentin, là, où il y a Cherbourg. Cherbourg, vous avez par exemple, si vous regardez les petits commerces, les artisans, les professions libérales, vous êtes à plus 40% sur 10 ans, alors que dans des villes comme Pontivy, comme Montargis, vous êtes à moins 30. Donc encore une fois, c'est un livre, c'est pour moi le livre le plus équilibré. Si vous n'avez qu'un livre à lire, en gros, sur toute cette problématique de la fracture territoriale, lisez celui-ci. Alors, deuxième choix. Alors là, on attaque l'océan de livres autour de intelligence artificielle, robotisation et surtout le rapport entre l'homme et la machine. Et alors moi j'aime beaucoup celui-là qui est le livre de François Roche et Charles-Édouard Boué. Charles-Édouard Boué, c'est le patron du cabinet Roland Berger. François Roche, c'est un journaliste. Alors ils avaient déjà fait un précédent bouquin qui était très intéressant, qui s'appelait Confucius et les automates. Et là, c'est un livre... alors d'abord, le procédé est assez romanesque, puisqu'en fait, c'est un robot qui raconte l'histoire, alors qui vous fait d'abord, d'une façon assez lumineuse, la grande saga de l'intelligence artificielle, qui vous montre les débats qu'il y avait à l'époque, par exemple, entre ceux qui disaient, bah non, pour essayer de reconstituer la façon dont fonctionne le cerveau, il y a deux façons. Soit... il prenait l'exemple de la forêt, soit vous considérez que pour comprendre la forêt, il faut comprendre comment pousse et comment vit chaque arbre, ou bien non, vous considérez la forêt comme un ensemble, et c'est plutôt cette conception-là qui l'a emporté. Et donc, ils nous expliquent tout ça, et puis surtout, ils explorent un petit peu ce que vont être ces rapports entre l'homme et l'intelligence artificielle, avec encore une fois cet avantage d'éviter le piège du catastrophisme ou de la vision angélique. Donc toutes les questions qu'il pose, évidemment, est-ce qu'il faut craindre une chosification, par exemple, une obsolescence de l'être humain? Est-ce que demain on va vivre dans une société sans liberté, sans imprévu, sans intimité, dans laquelle finalement tous les algorithmes vont tout dessiner pour nous? Est-ce que dans un certain nombre de cas, il sera même plus possible de savoir si vous êtes en train de discuter avec un robot ou avec un humain? Quel effet ça aura sur nos comportements? Et puis, ils nous disent aussi que tout dépendra de la façon dont les concepteurs de ces machines interagiront avec leurs machines. Alors, je vous dis, les risques qu'ils explorent, c'est... est-ce que, par exemple, le fait qu'on ait tous ces algorithmes va faire qu'on ne va plus se parler, puisqu'on n'aura plus besoin de se parler, puisque le langage sera devenu un mode de communication extrêmement lent. Donc, comment on fait? Voilà. Et là, leur conclusion, elle est extrêmement, encore une fois, encourageante. C'est la même que celle de Pierre Boulle dans La planète des singes, parce que La planète des singes, on connaît beaucoup les films, etc., mais on ne comprend pas très bien comment les singes sont arrivés au pouvoir, sauf dans la nouvelle de Pierre Boulle, où on comprend en fait que si les singes sont arrivés au pouvoir, c'est essentiellement à cause de la paresse des hommes. Donc c'est bien ce message à retenir dans tous ces débats sur l'intelligence artificielle. Notre principal ennemi, c'est pas la machine, c'est pas le robot, c'est notre propre paresse. Mais pourquoi ils ont donné ce titre ? La chute de l'Empire humain, parce que la référence à la chute de l'Empire romain, c'était assez bien vu, j'ai trouvé, parce que effectivement, alors c'est pas un pronostic, mais ils disent quand même, vous avez, quand l'OCDE par exemple vous dit qu'il n'y a que 13% seulement des salariés qui utilisent leurs compétences de façon plus efficace que l'intelligence artificielle, oui, ça aboutit à certaines conclusions. Donc effectivement, comme quoi ce qu'il faut développer, c'est notre capacité à apprendre, et qu'en gros, au moment où le savoir n'est plus des couches finalement qu'on sédimente au fil du temps, mais que c'est un flux continu qui doit se renouveler. L'important c'est d'apprendre à apprendre. Et puis 2, l'important c'est la transversalité. Et 3, transversalité au sens où ce qui compte c'est pas de savoir les choses, c'est de savoir où aller chercher les choses dont on a besoin.
Voilà, c'est d'être capable de faire des passerelles entre différents secteurs, différents domaines, différentes compétences. Donc, le troisième point, je l'ai oublié. Le troisième point, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà. On va passer au Ouais, alors livre. ça, c'est un ouvrage majeur. The Four, Scott Galloway. Scott Galloway, il est professeur de marketing à la Stern School of Business de l'Université de New York. C'est un livre qui a fait un gros carton quand il est sorti. Ça a été un événement assez majeur parce qu'en fait, c'est un livre qui plonge vraiment dans les arcanes de Google, Amazon, Facebook et Apple. Et donc, il part du constat que finalement, personne n'a généré dans l'histoire autant de joie, de prospérité, de liens sociaux, d'innovation pour une génération. Et c'est ce qu'ont fait ces 4 entreprises. 2300 milliards de dollars générés, des centaines d'emplois très qualifiés, un super ordinateur dans nos poches, des services qui changent la vie de tout le monde. Donc voilà, ça c'est la phase un peu brillante. Alors les questions qui se posent, c'est comment ces entreprises en sont venues à concentrer autant de pouvoir et s'il y avait quelque chose de commun dans leur ascension. Alors il dit oui, ok, elles cochent toutes les cases un petit peu de la réussite moderne, donc elles savent différencier les produits, elles savent attirer beaucoup de capital à bas coût grâce à un discours simple et ambitieux, elles savent avoir un terrain de jeu mondial, elles savent jouir d'un gros capital sympathie, contrôler l'expérience client dès l'achat, recourir massivement à l'intelligence artificielle, etc. etc. Mais elles ont toutes un truc en plus, c'est que en gros, elles ont toutes réussi à séduire une de ces 3 régions du corps fondamentales qui sont 1, le cerveau, 2, le cœur, 3, le sexe. Google, c'est l'appendice cérébral qui étend votre mémoire de façon presque illimitée. Amazon, c'est le lien entre le cerveau et la main, l'instinct du chasseur-cueilleur qui nous pousse à en vouloir un peu toujours plus. Facebook, lui, c'est typiquement l'appel au cœur, en reliant les êtres profondément sociaux que nous sommes à nos amis et à nos familles. Et puis Apple, c'est la marque de luxe qui, elle, flatte nos instincts les plus séducteurs. Alors, ils disent pourtant, ouais, mais ces boîtes, elles ont toutes des stratégies différentes. Et effectivement, c'est ça aussi qui est intéressant. Alors, ils décortiquent le succès de chacun. Le succès d'Amazon, c'est de nous proposer tout ce dont on a besoin en 1 heure de temps. La réussite d'Apple, c'est quand même d'avoir adopté les codes du luxe pour une industrie numérique. Et en gros, il dit, le secret d'Apple, c'est simple, c'est qu'on vend à un coût très bas des produits sur lesquels on réalise des marges élevées. C'est-à-dire, en gros, on produit autant que Toyota et on fait les marges de Ferrari. Voilà, ça, c'est le secret de Apple. Facebook, alors lui, il dit c'est carrément la plus grande histoire de la réussite de l'humanité. Songez que c'est la 4e chose qu'on fait le plus au monde. Regardez Facebook. 1,2 milliard de clients qui passent chaque jour 55 minutes en moyenne sur Facebook et ses satellites. C'est plus de temps qu'on consacre à n'importe quelle autre occupation, à part sa famille, le travail et dormir. Le 4e truc qu'on fait le plus, c'est aller sur Facebook. Et bien pourquoi? Parce qu'aucune firme de médias n'a jamais touché dans l'histoire autant de gens en ciblant chaque individu de façon aussi précise. Et puis la stratégie de Google, c'est d'organiser toute l'information du monde. Ce qu'il constate, Scott Galloway, c'est qu'aucune institution ne jouit de la confiance et de la crédibilité dont bénéficie Facebook, parce que, comme il dit, aucun rabbin, aucun prêtre, aucun savant, aucun coach ne peut répondre à autant de questions classiques ou jamais posées auparavant. Il dit, c'est simple, il dit, quand vous levez les yeux vers le ciel et que vous vous tournez vers Dieu, vous attendez une réponse que vous n'aurez jamais. Quand vous baissez la tête vers votre smartphone, vous aurez tout de suite une réponse qui sera donnée par Facebook. Alors là où c'est intéressant, c'est qu'il nous dit quel est le but ultime de ces entreprises. Et il détaille en fait comment chacun, elles sont à la fois complémentaires et concurrentes, parce que c'est intéressant de mesurer aussi les entrelacs de tout ça. Et puis, il conclut quand même en disant que ces 4 entreprises, même si elles sont complémentaires, elles sont toutes dans une concurrence ultime qui est en fait de vouloir devenir le système d'exploitation de nos vies. Faut-il démanteler Google? Alors oui,
Alors lui, sa réponse, elle est claire. Il dit oui, il faut démanteler Google, pas pour des raisons morales, mais parce que, en gros, ce sont des firmes qui aujourd'hui sont en train de freiner la réussite des entreprises ordinaires, d'entraver la compétitivité de tout un tas de start-up, et que ça, c'est un phénomène assez bien documenté par les économistes, hein, de voir que quand vous avez autant de concentration de marché, vous avez un indice aujourd'hui, effectivement, de concentration des marchés aux États-Unis qui n'a jamais été aussi élevé. Oui, ça pose problème pour la croissance potentielle future et l'ensemble de l'économie. Très bien. Le prochain? Alors le prochain, c'est un petit livre. The Force, c'est gros. Hein. The Force, c'est 700 pages. Là, un petit livre qui, moi, m'a enthousiasmé parce qu'alors, évidemment, quand vous découvrez un pays dans lequel l'administration n'a pas le droit de vous demander le même papier 2 fois dans votre vie, là, vous vous dites, on touche quand même quelque chose qui n'est pas un petit paradis, mais enfin, qui y ressemble. Alors effectivement, l'Estonie, moi j'avoue que je ne connaissais pas très bien ce pays. C'est écrit par Violaine Champetier de Ribes et Jean Spiri. Ça s'appelle Demain tous estoniens. Donc c'est un pays effectivement dans lequel on n'a pas le droit de demander aux citoyens la même information 2 fois dans sa vie. Un pays dans lequel toutes les démarches, y compris le vote d'ailleurs, se font avec une carte unique. Un pays dans lequel l'État change les lois en moins de 6 mois et dans lequel vous créez une entreprise en 18 minutes. Et donc ce pays zéro paperasse, c'est l'Estonie. Alors ce qui est bien, c'est qu'on nous raconte un petit peu comment l'Estonie en est arrivée là. Alors effectivement, on comprend que c'est une ancienne république socialiste, qu'au moment où tout s'est écroulé en 91, il a fallu tout reconstruire à partir de zéro, que sont arrivés à ce moment-là au pouvoir toute une génération de jeunes, de trentenaires hein, quasiment, et qui se sont dit, on va pas seulement... Il n'y avait pas seulement cette idée de qu'est-ce qu'on fait pour rebâtir un État moderne, c'est de se dire... Attention, on voit bien qu'avec la révolution numérique, si l'État n'est pas capable de rentrer dans ce monde numérique, dans 20 ans, il ne sera même plus capable de collecter l'impôt. Donc il faut rentrer dans ce modèle d'État-nation numérique qui, pour le coup, est un vrai projet politique qui était destiné à répondre à cette crise prévisible de l'État-nation, et donc dématérialisation, abaissement des frontières physiques, etc., etc. Alors les auteurs ne sont pas complètement naïfs, hein, ils n'occultent pas les difficultés que ça peut créer, parce qu'il y a effectivement une problématique de fracture numérique dans ce qui est encore un petit pays, et quand je vous ai dit que c'était un petit pays, ils n'occultent pas non plus la difficulté de transposer ce qui se passe dans un petit pays à ce qui se passe dans un grand pays, mais enfin c'est quand même une expérience vraiment passionnante. C'est un petit bouquin assez enthousiasmant. Le suivant. Alors le suivant, on rentre pareil dans la mode des bouquins sur le management. Alors les bouquins sur le management, c'est fou, hein, les modes dans le management, comment ça provoque des flambées de ventes de bouquins, des engouements, parce que tout de suite on a l'impression qu'on détient la méthode miracle pour réussir, pour y arriver, pour gérer ses équipes, etc. Et alors moi, ce que j'ai bien aimé dans ce livre de Pierre Charninski qui s'appelle Les paradoxes de la coopération, c'est que donc évidemment, vous avez bien compris que les théories modernes du management, c'est l'horizontalité. Alors fini la verticalité, maintenant la mode c'est la collaboration, c'est l'horizontalité. L'allocratie ? Voilà. Alors ce qui est intéressant, c'est ça, c'est qu'il nous dit, bon, ok, alors il remet pas en cause hein, les avantages, mais il dit quand même, attendez, la coopération, le côté collaboratif, ça a quand même beaucoup d'inconvénients ou au moins des pièges. Alors il dit par exemple, alors c'est un consultant, hein, Pierre Charninski, spécialiste de la diversité et des mécanismes psychosociaux, mais il dit par exemple, bon, on nous dit la coopération, elle est censée accroître l'implication de chacun dans le travail. Et bien lui, il dit, non, pas tellement, parce qu'au contraire, ça peut aboutir à la paresse sociale, parce que ça peut générer de la démotivation, ça peut générer du désengagement, de la déresponsabilisation. Il nous dit, la coopération, forcément, ça fabrique des consensus. Il dit, là encore, non, pas forcément, parce que vous intensifiez la compétition sociale, et la coopération, ça peut générer des rivalités nuisibles qui débouchent sur, au contraire, une radicalisation des opinions individuelles, plutôt que de déboucher sur un consensus. Est-ce que la coopération, c'est la meilleure façon de trouver les solutions à un problème ? Il dit, non, parce que le collectif, en fait, peut générer
une norme inappropriée mais confortable pour tous. Et ça peut fabriquer aussi du conformisme. Donc l'intelligence collective, en fait, bon, c'est bien, mais elle peut être parasitée par les enjeux du pouvoir, des rapports de force, etc. Donc attention. Encore une fois, la coopération, ce n'est pas le bouton miracle sur lequel on appuie pour que d'un seul coup, l'entreprise soit performante et que les relations sociales soient apaisées. Bon, je crois qu'il faut qu'on continue. Donc... Allez, on continue. Alors là, un petit livre que moi, j'ai bien aimé sur les éoliennes. Voilà, parce qu'il y a eu une sorte de mirage aussi sur les éoliennes. Pierre Dumont, Denis de Kergolay, éolienne, chronique d'un naufrage annoncé. Alors, c'est un réquisitoire assez sévère, mais quand même, qui est, comme tous les livres que je vous propose, extrêmement bien documenté, argumenté. Le point de départ de leur réflexion, c'est de dire, bon, allez, la vitesse à laquelle, en France, on a construit des éoliennes, est-ce que cette vitesse, elle répond à une urgence, à une nécessité de trouver des alternatives aux sources d'énergie fossile? Alors, ils disent pas tant que ça, on n'a pas tant que ça besoin d'énergie non polluante, on a le nucléaire, alors même si le nucléaire a des avantages. Est-ce que le vent produit une électricité moins chère? Bah non, puisque EDF est contraint d'acheter ce courant à un prix qui en moyenne est actuellement assez cher. Est-ce que l'éolien, c'est une filière industrielle et technologique indispensable à la France en termes d'activité et d'emploi? Bah non, parce que finalement, on n'en produit pas. Est-ce que la production d'électricité en France serait insuffisante au point qu'il serait vital pour nous de recourir au vent? Bah non, pas tant que ça, puisqu'on a déjà, même avec plusieurs tranches nucléaires à l'arrêt, on arrive à ne pas manquer d'électricité. Est-ce que c'est une technologie écologique et efficace? Bah non, au contraire, puisque c'est l'une des façons les moins efficaces et les plus onéreuses de produire de l'électricité avec l'intermittence du vent. Est-ce que c'est une technologie propre? Bah non, surtout pas, parce que quand il va falloir démonter finalement toutes ces grosses structures avec des immenses socles de béton, bah finalement on va se rendre compte que tout ce béton qui s'incruste dans le sol, c'est embêtant. Les éoliennes, ça perturbe le vol des oiseaux, ça nuit à la biodiversité, etc., etc. Donc, encore une fois, c'est assez intéressant de voir que ce qu'on nous a présenté quand même comme un remède miracle est vraiment plein d'inconvénients. Ce qui ne veut pas dire que le nucléaire est formidable, par exemple, mais c'est vrai que quand on regarde les intérêts du photovoltaïque, le match entre photovoltaïque et éolienne paraît nettement plus favorable aujourd'hui au photovoltaïque. Il y a aussi des problèmes de... Enfin, bon, c'est pas le sujet, mais il y a aussi des problèmes de recyclage du photovoltaïque. Absolument. Mais il y a aussi ces problèmes-là avec l'éolien. Et il n'y a pas les autres. Alors le livre suivant, c'est un petit bouquin que j'ai pareil, dans le genre de bouquin qui vous retourne un peu la perspective sur un sujet sur lequel vous croyez avoir une idée très arrêtée. C'est le bouquin de Christophe de Roubaix, L'Amérique qui vient, aux éditions de l'Atelier, parce que bon, on se dit ça y est, voilà, l'Amérique de Donald Trump, c'est l'Amérique des blancs conservateurs, du protectionnisme, du repli sur soi. C'est ça la nouvelle Amérique. Et en fait, Christophe de Roubaix, il nous dit, ben non, pas du tout. C'est pas du tout ça, l'Amérique qui vient. L'Amérique, au contraire de Trump, c'est l'Amérique en colère de changements majeurs qui sont en train de se produire aujourd'hui aux États-Unis et que cette Amérique conservatrice, en fait, ne peut plus arrêter. Alors Christophe de Roubaix, c'est un journaliste qui collabore notamment à l'Humanité, mais là qui a fait un travail vraiment extrêmement approfondi. Et donc, ce qui montre, alors à coup de statistiques qui, moi, m'ont surpris toutes plus les unes que les autres, alors je vous en livre quelques-unes, mais il dit par exemple, jamais aussi peu d'Américains n'ont possédé une arme à feu. Il dit, jamais autant d'Américains n'ont été athées. On a aujourd'hui 57% des Américains qui souhaitent que l'État intervienne davantage dans l'économie. Il dit, au cours des 7 élections présidentielles depuis la fin de la guerre froide, au cours des 7 dernières élections présidentielles, donc, les républicains n'ont été majoritaires en voix qu'une seule fois. Qu'une seule fois, en 2004. Tout le reste du temps, ils ont gagné avec le système électoral américain, mais jamais majoritaire en voix. Et donc, il dit en fait, cette économie, cette Amérique qui vient, c'est pas l'Amérique de Trump, c'est au contraire une Amérique plus sociale, un peu plus juste. C'est presque une Amérique européanisée. Finalement, et j'ai trouvé que le renversement de perspective était là pour le coup vraiment intéressant. Nos relations avec les Américains vont s'améliorer dans le futur. Absolument, c'est exactement ça que ça dit, c'est-à-dire que dans un monde post-occidental, on aura quelque part une Amérique un peu post-européenne.
Voilà, voilà, exactement. Et alors après, j'ai terminé en vous prenant quand même, parce que tous les ans, on délivre le Grand Prix du livre d'économie, qui pour nous est le meilleur livre d'économie de l'année. Donc on le fait depuis, on l'a fait 3 fois jusqu'à maintenant. Jean-Marc est un membre éminent du jury. Donc l'année dernière, on avait récompensé le livre de Guillaume Pitron, mais je crois qu'il est intervenu devant vous, Il est intervenu hier, oui. Exactement. Absolument. Donc je vais pas redétailler son propos. Nous, ce qu'on a trouvé très clair, c'est la façon dont il explique un petit peu cette nouvelle dépendance aux métaux rares, cette idée que finalement on a l'impression dans ce monde digital qu'on vit dans un monde de moins en moins matériel, alors qu'au contraire, finalement, c'est un monde qui puise de plus en plus de ressources naturelles. Et donc, ces 3 conclusions. Conclusion économique, le maître incontesté de ce nouveau jeu, c'est la Chine, puisqu'elle produit la quasi-totalité de ses métaux rares. Deuxième conclusion, elle est géopolitique, c'est que cette guerre, elle risque de s'approfondir avec justement la problématique de la possession des gisements, alors que l'équipement technologique des armées, par exemple, sera plus que jamais dépendant des Chinois. C'est embêtant. Et puis la troisième est écologique, puisqu'il montre à quel point finalement cette recherche des métaux rares fait de l'exploration pétrolière un gentil jardinage. Donc, mais ça, vous l'avez eu, donc je ne détaille pas. On avait bien aimé aussi le livre de David Spector, qui est un économiste qui s'appelait l'année d'avant, donc qui avait eu le prix pour la gauche, la droite et le marché, et qui partait d'un constat implacable qui disait, mais attendez, la France, elle est beaucoup plus critique vis-à-vis de l'économie de marché et de la concurrence que partout ailleurs dans le monde. Alors il cite plein d'exemples, l'encadrement des loyers notamment, et plein d'exemples de rejet des mécanismes de marché. Et il dit, mais pourquoi ces mécanismes de marché et la concurrence, ça suscite en France autant de rejets? Et il dit finalement, il y a plusieurs phénomènes qui se conjuguent, mais il y a à la fois un antilibéralisme clientéliste à droite, protecteur des intérêts des grandes entreprises, et puis un antilibéralisme intellectuel à gauche, avec pour les deux finalement une bonne dose de protectionnisme, avec cette idée qu'en France on fait l'éloge des capitalistes et que dans les pays anglo-saxons on fait plutôt l'éloge du capitalisme lui-même. Et puis le dernier, qui était le premier, qui est vraiment un livre, alors pour le coup vraiment formidable, qui s'appelle Pour en finir avec les mafias, toujours dans cette idée, de cette veine de livre hyper sérieux, hyper pointu par rapport à la recherche et aux statistiques que ça mobilise, mais lisible partout, c'est qu'ils répondent à des problématiques sociétales importantes. C'est le livre d'Emmanuelle Auriol. Emmanuelle Auriol, c'est une des meilleures économistes du monde sur tous ces sujets-là. Elle travaille avec Jean Tirole à Toulouse, c'est une des fondatrices de l'école d'économie de Toulouse, et elle part en fait du constat d'inefficacité des politiques menées aujourd'hui contre le trafic de drogue, contre la prostitution ou le trafic des clandestins, des politiques qui sont souvent fondées sur la seule répression. Et elle dit, moi je propose un triptyque: légalisation, tarification, encadrement. Mais à chaque fois, elle n'est jamais naïve sur les sujets. Elle dit par exemple, oui, il faut légaliser et tarifer pour asphyxier le business des trafiquants. Et la question cruciale, c'est celle de ce qu'on appelle le prix d'éviction, c'est-à-dire à combien on met le prix pour que, évidemment, ça fasse des recettes à l'État et que la consommation n'explose pas, parce qu'elle dit, effectivement, si on libère le cannabis, forcément, ça va provoquer une augmentation de la consommation. Alors, il y a énormément de rappels historiques, etc. C'est vraiment un livre passionnant. Et je termine avec un livre que moi, j'ai beaucoup aimé sur les 10 dernières années, qui s'appelle La Société des Inconnus, de Paul Seabright. Lui aussi est économiste à Toulouse, et c'est fondamentalement un livre qui traite de la confiance qui sous-tend notre vie en société. Qu'est-ce qui fait que l'homme, qui est un animal, Homo sapiens, c'est un animal farouche, un animal peureux, un animal craintif? Qu'est-ce qui fait qu'on s'est mis à se faire confiance? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous allez manger dans un restaurant dont vous ne connaissez pas le cuisinier? Qu'est-ce qui fait que vous confiez votre argent à un banquier dont vous ne savez rien? Qu'est-ce qui fait que vous montez dans un avion dont vous ne connaissez pas le pilote? Et il montre à quel point les grandes périodes de l'histoire sont des périodes de rupture de confiance. Comme ça, les grandes crises passées et les grandes crises financières et les grandes crises économiques, puisque c'est un économiste, et notamment la crise de 2007. Et donc c'est pour moi un des plus grands livres d'économie et sur l'approche de notre vie en société des 10 dernières années. Donc voilà, avec tout ça, je pense que vous avez quelques petits week-ends tranquilles. Enfin, vous avez besoin plutôt de quelques petits week-ends tranquilles. Bon.
Merci infiniment. Je crois que malheureusement, on n'a pas le temps de poser des questions. En tous les cas, comme à chaque fois, quand on vous écoute, Emmanuel, on a le sentiment d'être plus intelligent. Oh là 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 là. Moi, je ne fais que d'essayer de reprendre ce que disent les gens de façon un peu compliquée pour essayer de les retranscrire de façon un petit peu plus simple. Mais je ne suis pas un penseur, à la différence de Jean-Marc. Je ne suis qu'un média, voilà, c'est tout. Un très bon traducteur. Merci à vous. Merci beaucoup.